il y a un autre, il y a un avantage en tout cas extraordinaire de ce système classique de solidarité, cette éducation traditionnelle à la solidarité, c'est que c'est un système qui marche bien. L'individu, même quand il est à l'étranger, il n'abandonne jamais les siens. L'inconvénient, c'est que c'est un système, je dirais, de solidarité très restreint. C'est-à-dire que l'individu, il pense à sa famille, il pense à son village, mais il n'a pas une conception, je dirais, élargie de la solidarité. Et je reviendrai là-dessus, c'est une des causes aussi de la conception traditionnelle. Et l'autre difficulté majeure, il est évident que ces associations villageoises n'ont pas les moyens financiers pour affronter tous ces défis dont je parlais tout à l'heure. Quelle que soit la bonne volonté, même si les associations sont, je dirais, fondées sur une armée d'immigrants bien investis, mais ils n'ont pas les moyens de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de faire face à l'État qui est défaillant. Donc c'est pour cette raison que ce système de solidarité, il peut également être contrebalancé ou appuyé par le système de solidarité étatique. En ce qui concerne la société européenne, là où on vit, moi j'avais pendant longtemps, j'ai posé tout à l'heure à M. Le je dis mais pourquoi il y a deux valeurs, je dirais, que j'ai vues ici, dans les sociétés occidentales. La première valeur, c'est que l'État est le garant de la cohésion sociale. C'est-à-dire que l'État a perçu que pour qu'une société puisse bien fonctionner, il faut un minimum de solidarité entre les citoyens. Et je dirais qu'à la base de ce système d'éducation à la solidarité dont nous sommes imprégnés, même les immigrants, c'est que l'État doit en tout cas garantir un minimum de survie à ses citoyens. Et ce système extraordinaire qui a été implanté en France au sortir de la guerre et qui est maintenant critiqué, qu'est la sécurité sociale, je trouve que c'était une conquête extraordinaire sur le plan interne, je vais venir sur le plan international. Et le deuxième point également sur lequel je trouvais extraordinaire, dont on bénéficie également, c'est bien sûr pour les immigrants qui sont retraités, qui puissent se soigner également en France. Et je pense que ce système de solidarité-là nous est tout à fait appréciable. Mais en même temps, il y a une autre solidarité internationale sur laquelle l'État a mis en œuvre, et notamment le problème de la réduction de dettes et l'aide aux pays, en tout cas sous-développés. Ça aussi, ça nous a paru tout à fait des choses appréciables dans l'éducation au développement des jeunes, qu'on ne peut pas être bien ici si on n'est pas solidaire avec les autres pays. Mais en même temps, je dirais que malgré ce système tout à fait séduisant, j'entends dans l'éducation au développement ou à la solidarité un certain nombre de choses qui se mettent en place, qui tendent à critiquer ou à remettre en cause ce système de solidarité. La première des choses, en tout cas en Afrique, qui pourrait altérer l'éducation à la solidarité, c'est d'abord le facteur de l'individualisme. Même en Afrique, ce système de solidarité, il marche parce qu'on était fondé sur la notion de groupe. Or, en Afrique aussi, la notion de solidarité est en train de se fissurer parce qu'il y a un individualisme qui est en train de se développer au sein des nouveaux jeunes qui viennent d'émerger. Donc, la solidarité telle qu'elle est faite, jusqu'à quand elle pourra fonctionner. Alors, le deuxième point sur lequel la solidarité est en train de se fissurer en Afrique, c'est également la monétarisation des rapports sociaux. Par exemple, dans mon village, avant, si on avait besoin d'un champ, on allait demander à un voisin, on vous le donne. Mais maintenant, si vous voulez construire une maison à Dantiali, on commence à vendre des champs. Maintenant au Sénégal, il ne peut pas se soigner si on ne paye pas. Et donc, systématiquement, et payer jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau. Donc, cette monétarisation aussi de la société, comme souvent il y a beaucoup de gens qui sont malades, jusqu'à quand on pourra payer. Donc, ça peut être aussi une cause d'affaissement de la solidarité.
Et le troisième aspect qui peut menacer en tout cas le système de solidarité classique en Afrique, c'est également l'émergence de la deuxième génération au sein de l'immigration. M. Ngam parlait tout à l'heure de la première génération, c'est-à-dire ces soldats qui sont là, qui se sacrifient pour le village. Mais que se passe-t-il au sein de l'immigration ici, après la deuxième ou la troisième génération, et qu'on a fermé les frontières d'immigration? Je ne demande pas d'ouverture des frontières en Europe. Mais cette éducation à la solidarité, elle ira en s'amenuisant au fur et à mesure qu'on va arriver à la deuxième ou à la troisième génération de l'immigration dans les autres pays d'immigration. Et donc, pour nous, c'est comment pouvoir toujours maintenir les liens avec les pays d'origine, avec la solidarité. Et puis, je dirais qu'il y a malgré tout des raisons, je dirais, d'espérer. Ce concept d'identité, j'en parlais tout à l'heure avec M. Diallo, Abbas Diallo. C'est-à-dire que cette génération qui est arrivée ici en immigration, qui est toujours solidaire avec les pays d'origine, elle a une certaine conscience à travers le regroupement familial, à travers les mariages, à travers, je dirais même, la ghettoisation. Puisqu'il y a des quartiers entiers de la Seine-Saint-Denis, à Miro, à Montreux, on se retrouve entre nous. Donc ça signifie qu'on reconstitue un peu cette ère culturelle de solidarité, et donc c'est le premier aspect en tout cas qui me dit que la solidarité, ça fonctionne. Alors, le deuxième aspect où ça pourrait encore mieux fonctionner, c'est que certains vous disent, avec tous les mandats qu'ils envoient en Afrique, comment les mobiliser pour pouvoir même investir en Afrique pour dépasser tout cela. Donc je ne sais pas si vraiment ce système de solidarité classique où on envoie des mandats pour nourrir les familles, ça peut évoluer vers une autre forme de solidarité avec les pays africains, solidarité à travers l'investissement productif dans les pays africains. Mais pour l'instant, c'est des mandats pour faire vivre les familles. Et on n'a pas pu faire un bond vers une, je dirais, vers une industrialisation de l'Afrique. Ce serait l'idéal, en tout cas, de ce point de vue-là. Et puis, la place de la deuxième génération, j'ai omis de le dire tout à l'heure à M. le maire de Val-de-Reuil, puisque au mois d'août, ici à Val-de-Reuil, tous les jeunes de la deuxième génération se retrouvent à ce fameux parc, cette base de loisirs, puisque j'ai assisté à 2 séances, j'en vois des personnes qui apposent, voilà, donc c'est pas innocent le fait que les jeunes se retrouvent au mois d'août dans cette base de loisirs grâce à la ville de Val-de-Reuil, mais ça veut dire aussi on doit maintenir cette éducation à la solidarité grâce aux liens culturels, grâce au fait que les gens se fréquentent entre eux à travers, je dirais, une mixité aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'isoler par rapport au reste de la France. Et puis, dans le cadre européen, les gens vous disent, mais pourquoi les Européens continueront toujours à aider les États africains, ou en tout cas être solidaires avec eux? Moi, j'ai vu une idée centrale, c'est que le monde est un village planétaire. C'est-à-dire que les pays occidentaux, en dépit de la crise, ne peuvent pas se désintéresser à ce qui se passe dans le continent africain. La première des solidarités que je vois, c'est que quand même, il y a de grandes épidémies sur lesquelles il peut y avoir une certaine forme de solidarité, parce que la solidarité n'est pas forcément financière, elle est également médicale, et notamment en ce qui concerne les épidémies de sida. Quand c'est apparu dans les années 85, mais les gens se sont rendus compte que les épidémies ne connaissent pas les frontières. Quand il y a une épidémie quelque part, y compris en Afrique, on est obligé d'être solidaire parce que sinon ça va se déplacer dans les autres États. Et ensuite, les questions humanitaires, les grandes catastrophes. Il est évident que quand il y a des grandes catastrophes, comme les chasseresses, comme, je dirais, ça aussi, si on n'est pas solidaire là-dessus,
les populations risquent de se déplacer, donc il est grand intérêt pour les pays occidentaux d'être solidaires avec ces États. Je dirais que l'autre axe qui fait que moi je suis un peu rassuré que la solidarité entre les États, l'éducation à la solidarité doit percer, c'est l'axe de la sécurité. Là, je peux m'appesantir quelques instants là-dessus. On a en Afrique des États instables, ou même des États qui disparaissent. Le premier axe qui nous a frappé, c'était la Somalie. Et ça se transforme maintenant par des prises d'otages. Des fois, les gens vous disent, mais pourquoi on irait en Somalie faire la paix? On se rend compte maintenant qu'il y a de la piraterie, qu'il y a des prises d'otages. Donc, ce qui se passe en Somalie nous intéresse. De la même façon que ce qui se passe au Congo, en République centrafricaine et au Mali, ça intéresse également les Français et les Occidentaux. Pourquoi ça nous intéresse? Ne serait-ce que sur le plan économique déjà. Puisque le Congo, ça beaucoup de gens ne le savent pas, les portables que vous utilisez, les matières premières qui viennent de la fabrication des portables, à 80% viennent du Congo. Tout simplement. Et l'uranium français avec le nucléaire, c'est pas pour rien que la France a envoyé, des fois il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi on est solidaire? On va gaspiller notre argent au Mali, mais parce qu'il y a l'uranium et le gaz algérien, il y a l'uranium nigérien à côté, mais également il y a le gaz algérien qui fournit la France. Donc s'il y a une déstabilisation de ces États, il y a non seulement des prises d'otages, mais également il y a les intérêts économiques de la France qui sont vivement attachés. Prenons également le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays pétrolier. Pourquoi il y a ces mouvements islamistes? Personne n'en parle à la radio ou à la télé. Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise distribution des ressources du pétrole. Il y a des groupes islamiques qui revendiquent une partie de du pétrole et qui prennent des otages l'argent. Donc, résultat, je dirais que la question de la sécurité dans le monde, c'est également, on a intérêt à ce que les États occidentaux nous aident à accorder comment se procurer en eau. Bien sûr que je citerai également le dernier projet sur lequel le conteneur, les étudiantes vont nous en parler tout à l'heure, moi je ne vais pas aborder, je préfère qu'elles le disent elles-mêmes, ce qu'elles ont vu concrètement. Et je pense que ça, c'est... Je ne citerai pas donc toutes ces constructions, et notamment on a construit également un marché, tout simplement. Parce qu'avant, si on avait besoin de produits frais, mais on était obligé de se déplacer à 10 km du village. Mais là, c'est à la disposition des habitants. Et puis également, il y a toutes les manifestations culturelles qui ont été mises en œuvre, parce qu'un village, il peut vivre, on peut parler d'éducation à la solidarité, à vivre ensemble, que si effectivement il y a des liens culturels qui sont noués au sein de la population. Bien sûr, on a beaucoup de projets entre nous, des projets de canalisation, des projets, je dirais que ce qui m'a frappé le plus, même s'il y a l'électrification, c'est l'absence de projets en termes d'énergie solaire. Donc je pense que ça, c'est un projet qui pourrait être un projet majeur, en tout cas en ce qui concerne notre... Mais il faut que ça soit développé. Abbas me fait des signes là-dessus. Également, je dirais qu'il y a un autre projet, je le dis, on échangera tout à l'heure là-dessus, qui m'a beaucoup frappé aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler la chaîne du froid.